20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le gaz et le pétrole au cœur des assises de l'entreprise. Le Premier ministre qui a ouvert les travaux rassure le patronat sénégalais. Il y a de la place pour tout le monde. Les entreprises réclament par ailleurs une trêve fiscale pour les contributeurs. Et puis commercialisation du riz local, une question lancinante. Le Premier ministre préconise avec les acteurs des mécanismes pour l'écoulement du produit encore en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal. Promoville, le programme de modernisation des villes se déploie dans le centre du pays. Kaolack et Diourbel accueillent les premiers travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le point dans cette édition. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures, la rubrique du mardi, nous replonge dans l'histoire politique et sociale du royaume du Waalo. Plusieurs décennies avant la colonisation, les Waalo avaient dressé leur chemin avec des règles qui leur sont propres et un braque-maître des lieux. Bonsoir et bienvenue à tous. Le développement économique récent du Sénégal a fait l'objet de partage avec le président de la République. La performance en termes de croissance sur 2 années consécutives est salutaire. Le chef de l'État engage les responsables de la planification et des politiques économiques à maintenir le taux de 6,5% pour l'année 2017. Aboubakri Kana. Cette rencontre consacre des échanges sur la planification et les politiques économiques. Elle réunit le président de la République et des membres de son cabinet, le Premier ministre ainsi que des techniciens du ministère de l'économie, des finances et du plan. Au titre de l'évolution de la situation économique, les performances ont été saluées par le chef de l'État, mais le défi pour le président Macky Sall est de rester sur cette même dynamique. Ce qu'il faut surtout relever, c'est la croissance qui est nettement au rendez-vous, avec un chiffre qui est au-delà de 6% pour 2 années consécutives. Je pense que depuis 1980, c'est la première fois que nous réalisons 6% sur 2 années consécutives. Nous avons fait 6,5% en 2015 et 6,7% en 2016. C'est une performance effectivement qu'il faut nettement saluer. Et au regard de cela, évidemment, le président de la République a indiqué clairement que le défi, encore, c'est l'année 2017, où il faut qu'on fasse tout pour rester sur cette dynamique de croissance au-delà de 6%, en s'appuyant davantage sur le secteur privé qui doit apporter notre croissance sur le long terme. Parce qu'effectivement, c'est peut-être facile de monter, mais le plus difficile, c'est effectivement de se maintenir à un niveau de croissance relativement élevé. Les résultats de l'enquête trimestrielle sur l'emploi lancée au second trimestre de 2016 ont aussi été partagés. Les données de base font ressortir un taux de chômage de 15% et un taux combiné chômage et sous-emploi de 32%. Et puis, le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des Assises de l'entreprise, édition 2017. Cette rencontre est une tribune d'échange entre le secteur privé national et l'État sur les perspectives économiques du Sénégal, mais aussi sur le partenariat public-privé. Une trêve de la pression fiscale pour les bons contributeurs, la solidarité entre acteurs du secteur privé, sa participation dans le marché du gaz et du pétrole, autant de questions qui ont rythmé les échanges entre le patronat et l'État. La synthèse de Amadou Aramtiam. Un banquet des idées autour de l'entreprise, ils étaient tous là, le secteur privé national et les gros industriels étrangers pour partager avec l'État sur le devenir de l'entreprise, mais aussi se célébrer dans l'ambition commune qu'ils partagent, un secteur privé national fort. Il nous faut en tant que pays qu'on se célèbre de temps en temps, qu'on ne soit pas tout le temps en train de se tirer dessus, de se bagarrer, de ce que j'appelais tout à l'heure la haine de soi. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on se décomplexe et qu'on mette notre énergie dans la construction de notre pays. Un dialogue franc autour des questions d'intérêt national, une démarche participative et inclusive qui épouse le credo du gouvernement. Ce dialogue public-privé est fondamental, en effet, pour conforter le climat de confiance entre acteurs du public et du privé. Il facilite les consensus forts autour des enjeux nationaux et permet de dénouer les goulots d'étranglement. Sur le plan économique, le Sénégal a réalisé des performances notables en mobilisant pour son budget
3 360 milliards CFA avec une projection de 6,8% de taux de croissance. Dans un contexte de découverte de gaz et de pétrole, le secteur privé est pour un dialogue a priori pour mieux cerner les enjeux. On n'a pas voulu attendre 2020 ou 2022 pour parler de ça. Comment aujourd'hui nous devons définir le cadre qui permet à notre pays de tirer le maximum de profit et les populations aussi et le secteur privé. Ce débat qui se tient en marge des assises regroupe le COS Petrogaz, Cosmos, Total, entre autres, un débat entre experts et investisseurs de haut rang et qui intéresse au plus haut point le gouvernement. Nous attendons de ce débat qu'il soit fructueux et efficient. Déjà, au-delà de la mise en place du COS Petrogaz, le chef de l'État, soucieux du devenir de sa jeunesse, a instruit le gouvernement de coopérer avec l'Institut français du pétrole pour la création d'un institut national du pétrole et du gaz à Diamniadio. L'employabilité et l'emploi des jeunes sont des enjeux de taille liés certes à la formation, mais aussi au TIC. L'État, qui est en train de réaliser un important parc informatique, ambitionne de positionner notre pays en hub numérique. Nous avons déjà mobilisé auprès de la Banque africaine de développement une enveloppe de 46 milliards de francs CFA pour la réalisation à Diamniadio du premier parc technologique numérique. D'autres se feront certainement par le secteur privé, de telles infrastructures, de tels parcs. Ce dialogue entre entrepreneurs et État a permis de poser les vrais problèmes du secteur privé. La pression fiscale, l'aide au secteur privé au moment où des champions nationaux naissent. Un plaidoyer bien saisi par le Premier ministre qui rappelle à ce même secteur privé le fonds mis en place par l'État dans le domaine minier et qui n'a pas encore enregistré d'entrepreneurs sénégalais. Conseil interministériel sur la commercialisation du riz local. Le Premier ministre a présidé les travaux. La réflexion a été menée par les acteurs de la filière autour des dispositions à prendre pour écouler la production locale. La mise en place d'un mécanisme de monitoring articulé autour du programme national d'autosuffisance en riz est préconisé. François Sec. Inciter les populations à consommer le riz local, tel est l'objectif principal de cette rencontre interministérielle. Tous les acteurs de la filière autour du Premier ministre ont mené la réflexion à partir d'une analyse. Entre 2013 et 2016, la production a augmenté de 35% et en retour, on a eu une baisse des importations d'environ 6% par an. Dans l'espace de la CEDEAO, la production risicole augmente, mais les importations également augmentent, ce qui est un paradoxe. Même si la situation n'est pas spécifique à notre pays, il est important de réguler le marché et d'amplifier la contractualisation. Pour ce faire, la mise en place d'une plateforme de commercialisation est préconisée. Régler le problème à partir de ce paradoxe de la fiabilité de nos données et des statistiques. Intégrer toutes les rizeries dans la plateforme et toutes les associations de producteurs en vue de renforcer le dialogue entre les différents acteurs et d'avoir un mécanisme fiable de collecte du riz paddy. Organiser une réunion de la plateforme avec les différents partenaires financiers, notamment les banquiers, pour l'achat des 18 000 tonnes de riz paddy qui sont dans la vallée et des 6 000 tonnes de riz blanc en vue de démarrer cette campagne dans les meilleures conditions. Puisqu'instruction a été donnée à Monsieur le ministre du Commerce pour trouver justement les mécanismes qui devront nous conduire nécessairement à une baisse des prix afin de permettre une meilleure commercialisation du riz. Le riz, denrée de grande consommation, occupe une place importante dans la balance commerciale. Pour assurer le suivi des recommandations, un autre conseil interministériel, cette fois-ci sur le programme national d'autosuffisance en riz, est prévu dans les prochains jours.
Dans le même sillage, cette tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au Fouta, c'est dans les SIPA, les sociétés d'intensification et de la production agricole installées dans la zone que le ministre s'est rendu. Les SIPA sont considérées comme des entreprises agricoles rurales. Elles ont fini de créer des emplois et des revenus pour les populations, surtout chez les jeunes et les femmes. Penamoa. Lors de cette tournée de suivi dans la vallée, le ministre a souhaité visiter autre chose que le riz. C'est ainsi qu'il s'est rendu au niveau des SIPA installés un peu partout dans le Fouta. Il s'agit des sociétés d'intensification de la production agricole, des véritables entreprises rurales gérées par les producteurs eux-mêmes sous la tutelle du PRODAM, un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Les SIPA ont beaucoup apporté parce que chaque SIPA emploie 150 jeunes qui ne faisaient rien, ou bien qui étaient à Dakar pour faire des tirages et consorts. Mais maintenant, ils sont tous là. Il y en a qui partaient à Dakar ou bien au Congo, en Côte d'Ivoire, qui mettaient 10 ans ou 7 ans, maintenant ils sont là. On avait fait une campagne de bâtonnette, c'est-à-dire les courgettes, avec 10 hectares, pour une charge de 6,5 millions de francs CFA, dont les recettes tournent autour de 21 500 000. Là, actuellement, nous sommes en campagne de 22 hectares de pommes de terre, et 1,5 hectare de piment et 1 hectare de pastèque pour un coût global de 25 millions, dont nous attendons 660 tonnes de pommes de terre, 15 tonnes de piment et 40 tonnes de pastèque que nous avons déjà contractualisées pour des recettes attendues de 97 500 000. Cette œuvre bien inspirée de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a permis véritablement de réduire le chômage et de lutter contre la pauvreté dans notre commune. Ce changement de la physionomie de l'agriculture dans ces zones a été possible grâce aux moyens conséquents mis en place par le projet. Et nous pensons qu'à travers cette démarche, nous pouvons pratiquement jouer sur tous les piliers qui sont posés au niveau du PRACAF. La maîtrise de l'eau, on y est. L'intensification des productions, on y est. Parce qu'il faut faire avec ce système d'agriculture durable. Et les plus performants vont faire 3 cycles de production dans l'année. Si on veut aussi travailler dans la modernisation de l'agriculture, il faut introduire les technologies de pointe. Nous avons introduit le pivot de l'Arkansas et les opérateurs de l'Arkansas nous ont dit que c'était la première fois que ça sortait de l'Afrique. Ce que nous avons vu avec les SIPA un peu partout prouve éloquemment que ça peut être un modèle permettant effectivement de générer beaucoup d'emplois en milieu rural, lesquels emplois vont permettre d'avoir des revenus conséquents et stables, parce que cela ne sert à rien vraiment de dire aux jeunes restez en milieu rural si c'est pour travailler pendant 3 mois. Ce n'est pas possible. Il faut non seulement maîtriser l'eau, mais il faut aussi favoriser l'incorporation d'innovations technologiques pour que la maîtrise de l'eau et l'incorporation d'innovations technologiques permettent effectivement d'avoir ces revenus conséquents et stables. Ces SIPA ou entreprises agricoles rurales ont permis aux femmes et surtout aux jeunes de la localité de s'intéresser davantage au métier de la terre et de ne plus aller en Europe pour risquer leur vie. Promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était en tournée dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Le ministre a annoncé le démarrage d'un grand projet destiné à la pisciculture dans le Niayel. Il entend appuyer les acteurs de la pêche pour redynamiser le secteur dans cette partie du Sénégal. Guidik, situé dans l'arrondissement de Keur Momar-Sarr, première étape de la visite du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Ce centre de pêche construit en 1957 manque de moyens et de personnel. La pêche continentale nécessite qu'on l'appuie davantage, de la même manière que nous appuyons la pêche maritime. Le centre de pêche de Mbane, créé en 1962, connaît presque les mêmes difficultés. De plus, il est délabré. Nous avons visité un vieux centre de formation qui est complètement délabré, qui nécessite une réhabilitation pour pouvoir continuer d'être un réceptacle de formation pour les populations, notamment les populations qui s'exercent à la pêche continentale et à l'aquaculture. La pisciculture se veut une réponse à la rareté du poisson, un fléau décrié par tous les pêcheurs. Le ministre et ses directeurs de service ont visité les fermes piscicoles de la région de Saint-Louis. La ferme piscicole des femmes du GIE Manfawadevele de Richato rassure. Il y est attendu une récolte de 51 tonnes. Celle des femmes de Gaïe s'inscrit aussi dans une bonne dynamique.
et la tutelle est déterminée à soutenir les deux GIE. Au niveau de Gaïa, nous avons décidé de les appuyer en matériel, en cage, mais aussi en pirogue. Et pour les femmes qui sont à Richard-Toll, le GIE Manfadouele, et nous allons leur octroyer un financement que nous avons déjà. Toujours dans le souci de booster la pisciculture, le ministre et sa délégation se sont rendus à Ndiaël, un site pré-identifié pour abriter une ferme industrielle commerciale. Nous allons avoir 1000 hectares dédiés exclusivement à l'aquaculture. Ce financement est quasiment bien ficelé parce que nous, avec notre budget de 2 milliards que nous avons, 1 milliard va être transféré au niveau du Fonds 6 qui va lever 9 milliards. Et avec cela, nous allons avoir une production de 10 000 tonnes en fin 2017, début 2018. La conservation du poisson, une autre priorité du gouvernement. Omar Gueye a donné des directives pour finir les installations du complexe frigorifique de Dagana avant de se rendre à Podor. Ici, il est allé à la rencontre des pêcheurs de Gayo. Ces derniers lui ont fait part de leurs doléances. Le ministre a pris bonne note et quitte la région de Saint-Louis pour celle de Matam. Et puis le 4e salon halieutique d'Agadir au Maroc a pris fin avec une participation honorable du Sénégal. Les acteurs de la filière étaient très représentés. Le gouverneur de la région Souss Moussa, qui s'est déplacé sur la demande du roi Mohamed VI, a clôturé ce rendez-vous du secteur halieutique et réaffirmé l'engagement du roi à consolider les excellentes relations entre le Sénégal et le Maroc. Envoyés spéciaux au Maroc, Blaise Mekilan et Cherban Bagay. Vu la participation du nombre de pays et des richesses halieutiques présentées, Halietis est devenu un rendez-vous incontournable. La pêche, un secteur dynamique pourvoyeur d'emplois, premier au niveau des exportations, ce qui justifie à suffisance la présence de toutes les entités sénégalaises présentes ici à Agadir en matière de pêche. Un bilan satisfaisant tiré par le comité d'organisation. Ce plaisir particulier qui consiste à avoir relevé un défi, celui de l'emballage. Cet effort est aujourd'hui récompensé puisque vous avez constaté avec nous que tous ceux qui se sont présentés au stand du Sénégal ont félicité nos femmes pour la qualité de la présentation et c'est dû essentiellement à la beauté de leur emballage. Pour magnifier et consolider les relations excellentes qui unissent le Sénégal et le Maroc, le wali ou gouverneur de la région Souss Massa a été dépêché par le roi Mohamed VI. Zainab El Adawi, en compagnie des autorités sénégalaises, a exprimé tout l'attachement du royaume au Sénégal. Ça reflète l'amitié maroco-sénégalaise, ça reflète aussi l'art de faire de la femme sénégalaise en toute matière et pratiquement en matière de pêche. Et j'espère que ces femmes et ce stand se réalisera chaque année avec chaque fois une thématique et des surprises culinaires. Les relations maroco-sénégalaises sont ancrées de par l'histoire. C'est des relations spécifiques, à la fois économiques, sociales, à la fois spirituelles. Et vraiment, on le sent lorsqu'on va à Dakar, on se sent chez nous. Et lorsque nos amis sénégalais viennent au Maroc, ils se sentent chez eux. Les projets entre le Sénégal et le Maroc sont nombreux, surtout en matière de pêche. Des fermes pilotes aquacoles sont même prévues entre les deux pays. Une 4e édition pleine de succès, le Sénégal et le Maroc, deux pays aux relations diplomatiques et économiques excellentes. C'est à l'image de ce qui lie nos peuples, mais aussi nos dirigeants, et je dirais Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Les relations sont d'excellentes relations, je pense, de coopération que nous renforçons de jour en jour. Et ce que vous avez vu aujourd'hui est une déclinaison, je dirais, de la vision ou des deux visions aujourd'hui par rapport à l'amitié, mais par rapport à toutes les relations qui existent entre les deux pays. Effectivement, quand on est au Maroc, on se sent chez nous. Les Marocains, quand ils sont au Sénégal, ils se sentent chez eux. Je pense que ça, c'est le bonheur pour tous, comme l'a dit Madame le gouverneur.
Voilà. Et ça, on l'a ressenti. De leaders exceptionnels, Sa Majesté. Oui. Et on l'a senti tout à l'heure quand on était au stand du Sénégal. Je pense qu'on a vu un même peuple, et un peuple enthousiaste. Les deux étaient très heureux, très enthousiastes de se retrouver encore dans un espace maroco-sénégalais. La visite de la gouverneure de la région Souss-Massa a donc constitué le point d'orgue de cette 4e édition du salon Halieutis ici à Agadir au Maroc. Un stand de 50 mètres carrés pour le Sénégal, assorti d'un appui conséquent aux opérateurs sénégalais. Tout ceci a été rendu possible par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. C'est bien le gouverneur de la région Souss-Massa qui a clôturé le salon Halieutis au Maroc. 7 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée dans la région de Saint-Louis entre 2012 et 2016. Ces investissements ont permis de construire et d'équiper plusieurs infrastructures scolaires conformément aux promesses du chef de l'État lors du Conseil des ministres décentralisés. Le ministre de l'Éducation, en tournée dans la région, a présidé un CRD spécial consacré au secteur et a visité plusieurs chantiers. Massamba Tchana. À Nyandan, le chantier du collège franco-arabe, l'infrastructure qui a coûté 80 millions de francs CFA comprend entre autres un bloc administratif, 6 salles de classe, des toilettes séparées, un mur de clôture, etc. À l'accueil de la délégation du ministre de l'Éducation nationale, cette forte mobilisation. Le collège va régler le problème, ça nous permettra alors d'ouvrir un second cycle, certainement avec l'accord du ministre et d'aller jusqu'en terminale. Et comme il y a un lycée enseignement général qui est là, certainement le ministre autorisera l'ouverture d'une filière franco-arabe au niveau du lycée et ce qui réglera le problème définitivement. Autre chantier visité, le bloc scientifique et technologique de Dagana dans le collège Makassar, puis celui du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis en cours de réhabilitation. 2 infrastructures qui ont coûté respectivement plusieurs milliards de francs CFA. Nous remercions le président de la République du Sénégal, nous remercions monsieur le ministre, parce que ce bloc scientifique est d'une importance capitale pour nous, les Daganois, pour nous les élèves. Vraiment, c'est un bloc scientifiquement important, parce que ça nous permet d'apprendre des choses sur la science, parce qu'avec la science, on peut tout faire. Le 2e jour du séjour du ministre a été consacré au CRD spécial sur le secteur. Ouverte par la présentation du bilan par l'inspecteur d'académie, les discussions ont duré environ 3 tours d'horloge. Constat général, l'État a mobilisé plusieurs ressources pour développer le secteur de l'éducation dans la région nord. Il y a eu des investissements qui sont faits et réellement faits au niveau de la région de Saint-Louis. Et à l'occasion, nous saluons la clarté et la transparence de la gestion de l'inspection d'académie qui, de par la réduction de comptes, a mis tous les acteurs à l'aise. 7 milliards 37 millions de francs CFA ont été injectés dans le secteur de l'éducation entre 2012 et 2016. Ce montant a permis de réaliser, entre autres, 638 salles de classe dans l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire, 51 blocs administratifs, 50 blocs d'hygiène et 114 points d'eau, sans compter les autres ouvrages annexes. En marge des différentes visites de chantier, le ministre s'est rendu auprès de quelques familles religieuses. D'abord à Nyandan chez le calife Abdurrahman Nyan, puis à Diaminar dans le faubourg de Sor pour voir le Dara Sant Sunu Borom dirigé par Imam Taïbouba. Partout, Serigne Mbaye Thiam a décliné la vision du président Macky Sall de soutenir l'enseignement coranique à travers le grand projet de modernisation des Dara PAMOD et le paquet Dara. Accès à l'eau potable, assainissement urbain et rural, des priorités pour le gouvernement dans le cadre du plan Sénégal émergent. Face à la presse, le ministre en charge de ces 2 secteurs stratégiques a décliné les ambitions et présenté les résultats de son département. Dans le même temps, le Sénégal s'apprête à recevoir le Forum mondial de l'eau en 2021. Tierno Amolossi. Un exercice, une démarche inscrite dans une volonté de rendre compte aux populations. En toute transparence, la politique hydraulique du Sénégal est passée au peigne fin. Ce sera des questions sur tout ce qui concerne l'hydraulique et l'assainissement, de la ressource à la production. En projection, un bilan avec des chiffres qui traduisent une vision nouvelle de l'assainissement. Au moins 508 milliards de francs CFA sont mobilisés. En les comparant de 1996, date de la création de l'ONAS, à 2012, on avait mobilisé 145 millions ont été mobilisés.
contre 508 milliards de 2012 à l'horizon 2022. C'est pour dire que le défi de l'assainissement urbain, ce défi sera atteint. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre de réaliser 37 plans directeurs d'assainissement et nous pourrons étendre effectivement l'assainissement urbain à toutes ces zones, à toutes ces villes, dites villes secondaires. Sur l'assainissement rural, il y avait une politique de latéralisation qui est en cours. Et cette politique va nous permettre de mobiliser plus de 120 000 systèmes d'assainissement individuels en milieu rural. À côté des cités bien assainies, l'eau est bien maîtrisée. Notre pays a atteint l'objectif du millénaire pour le développement en eau 2 ans avant l'échéance fixée. Au niveau de l'hydraulique urbaine, nous sommes à plus de 92% de taux d'accès. Et par rapport aux perspectives en milieu urbain concernant l'hydraulique, plus de 427 milliards sont mobilisés. En 2013, on avait en milieu rural 84,1, OMD atteint. Mais si on agrège les chiffres en 2016-2017, avec la réalisation du PUDC, nous sommes à plus de 90%, 92%. Ça, c'est le taux d'accès. Donc le bilan est positif. De gros investissements et de grandes ambitions, les questions liées à l'eau et à l'assainissement sont des priorités pour le gouvernement du Sénégal. C'est ce qui vaut à notre pays une bonne position sur la scène internationale. Qu'est-ce qui a amené le Sénégal à être choisi pour organiser le Forum mondial sur l'eau en 2021? Cela montre la place que le Sénégal joue dans le domaine de l'hydrodiplomatie. Et tous les défis qui sont en train d'être relevés en termes d'accès sur l'assainissement et aussi en termes d'accès sur l'hydraulique. Pour le Sénégal, les perspectives sont bonnes pour un accès universel à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats. Par rapport à la disponibilité de la ressource, pas d'inquiétude. Avec 490 milliards de mètres cubes d'eau souterraine et 24 milliards de mètres cubes d'eau de surface. Dans le cadre de sa politique de développement économique et social, l'État du Sénégal, à travers le PSE, ambitionne de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. C'est dans cette optique que le programme de modernisation des villes, Promoville, a démarré ses travaux dans la zone centre du pays qui couvre les régions de Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack. Le point dans ces 2 régions avec Dame Silla. Parallèlement à l'acte 3 de la décentralisation, dont l'objectif est d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2022. Les travaux du programme de modernisation des villes Promoville sont à cours de réalisation dans plusieurs localités, comme à Diourbel et à Kaolack. Nous sommes dans la visite d'aujourd'hui à Kaolack, où on est sur l'axe de Ndangan. Donc il y a un linéaire de 1,5 km et où nous comptons réaliser en plus de la voirie, l'éclairage public et l'assainissement eau pluviale. Voilà. Nous avons également visité l'axe sur Diourbel, donc qui est la boucle de Diourbel qui fait à peu près 2,4 km, donc qui passe par le quartier de Médinatoul, qui couvre une population d'environ 52 000 habitants. Le programme Promoville consiste à la réalisation des voiries, y compris des aménagements connexes, sur les différentes villes du Sénégal, comme on peut le constater à Diourbel, où les populations locales se réjouissent des travaux. L'entreprise FH en charge des travaux dans la zone centre rassure. Pour ce qui concerne cet axe situé dans la région de Diourbel, nous sommes en train de réaliser une liaison entre la nationale 3 et la nationale 4. C'est une route à 7 mètres de large en 2 fois une voie. Et normalement, les délais de réalisation comprenant structure de chaussée, terrassement, éclairage public et assainissement, normalement devraient se terminer aux alentours du mois de juin de cette année. Un programme qui permettra quand même de rehausser le cadre de vie des populations urbaines de façon assez conséquente. À travers Promoville, le gouvernement du Sénégal vise à renforcer l'accès des populations urbaines aux infrastructures routières, faciliter leur déplacement avec une réduction significative des coûts de transport, améliorer la mobilité, renforcer le système d'assainissement collectif pour réduire le phénomène des inondations, mettre en place un système d'éclairage public adéquat en vue de renforcer la sécurité des personnes et des biens, améliorer l'environnement par des aménagements paysagers pour favoriser le mieux-être des populations.
Ici, la mobilité urbaine était très réduite. Pour avoir un moyen de transport, il fallait aller jusqu'à la route principale pour prendre un taxi ou une charrette. Les malades qui se rendaient à l'hôpital, de même que les femmes qui allaient au marché, rencontraient d'énormes difficultés. Vraiment, nous sommes très satisfaits de ce projet. Toutes ces infrastructures réalisées ou en cours de réalisation répondent aux normes requises. Elles doivent être préservées et utilisées à bon escient. Comment promouvoir des contenus africains dans les médias du continent? C'est le thème du forum qui s'est ouvert ce matin à Dakar. La rencontre se tient dans le cadre de la 10e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR. Elle a permis de se pencher sur les défis dans ce secteur en pleine mutation au Minour. Transition de l'analogique au numérique, financement, mise à niveau des ressources humaines. Les défis qui se posent à l'audiovisuel public africain sont nombreux, mais ils sont surtout de taille. Et parmi eux, il y a celui du contenu qui, pour ces professionnels, est devenu une question de survie identitaire. Lorsque, par exemple, la télévision nationale diffuse des feuilletons qui viennent du Mexique, qui viennent du Brésil, qui viennent des États-Unis, vous comprendrez très bien que ce ne sont pas nos valeurs. Et si nous continuons d'être tout simplement des gens qui transportent des valeurs étrangères, que nous imposons à nos populations, mais c'est tout, vous allez comprendre que l'âme africaine va disparaître. Et pour éviter d'en arriver là, ces responsables de l'audiovisuel public africain réunis à Dakar en appellent à un meilleur mécanisme de financement par les États. Pour le président de l'Union africaine de radiodiffusion, plus qu'une demande, c'est une exigence et un droit du public africain. Nos États doivent investir dans l'audiovisuel public. C'est une part importante du processus démocratique, car il nous faut produire des contenus accessibles aux citoyens lambda pour l'aider à prendre de bonnes décisions. C'est un droit pour lui. Et nous ne devons pas autoriser le marché à déterminer la qualité de l'information. Bâtir un service public de l'audiovisuel de qualité ne sera donc pas chose aisée. Toutefois, c'est bien possible d'y arriver si les radios et télés du continent réussissent l'équilibre entre 3 points fondamentaux. Financement, maîtrise de la technologie et production de contenu. Il faut chercher à s'enraciner, mais s'enraciner sans se planter. Et pour ne pas se planter dans ce domaine, les États se mobilisent déjà afin d'offrir une meilleure protection juridique aux diffuseurs africains. Le Sénégal travaille avec un certain nombre de pays pour quand même établir un traité pour la protection des signaux. Nous en sommes à l'étape des échanges et je pense que si tout se passe bien, très prochainement, peut-être on va aboutir à ce traité. Ce forum pour la production de contenus authentiques pour les médias du continent se tient dans le cadre de la 10e session de l'Assemblée générale de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, qui après une décennie d'existence entame un tournant décisif. Ce mardi 21 février est célébrée la journée internationale des guides touristiques. Ce soir, le journal télévisé s'intéresse au travail de ceux qui font découvrir aux touristes le Sénégal dans sa diversité. Exemple dans le sud, à Ziguinchor, où ils font vivre un secteur très porteur. Salut Sec. Ils sont visibles partout ici en Casamance, dans les villages, en ville et surtout dans les stations balnéaires comme Cap Skirring, Kafountine ou Abéné. Ces accompagnateurs de touristes appelés guides jouent un rôle important dans ce secteur. C'est eux qui accueillent d'abord le touriste quand il arrive dans les aéroports, c'est eux qui accueillent d'abord le touriste. Et donc, ce sont des vitrines du tourisme au niveau national. Et donc, le travail qu'ils font, c'est un travail de soubassement du tourisme. Donc, le travail du guide occupe une place importante dans le cadre de la promotion du secteur et même de la destination du Sénégal. Et pour ce faire, ces acteurs doivent bien maîtriser l'histoire et la culture du pays pour pouvoir donner de bonnes informations. Il faut un peu une formation, donc il y a un certain niveau et faire une formation sur le pays, donc dans l'histoire et tout ça. Mais comme je dis très souvent, les guides touristiques, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein, c'est quelque chose, c'est un métier qu'on aime.
Il y a des gens qui sont nés presque guides. Donc c'est le plaisir de montrer son pays. Il faut d'abord avoir ce plaisir et être un peu cultivé, essayer, parce que vous rencontrez n'importe qui dans la profession. Vous pouvez rencontrer un grand économiste, vous pouvez rencontrer un paysagiste, et tout ça, c'est le guide qui doit pouvoir entretenir la discussion. Un guide touristique doit normalement maîtriser l'histoire d'une zone, d'un site touristique, connaître son histoire, connaître qu'est-ce qu'il y a à voir, comment y aller, qu'est-ce qu'il y a à visiter. En Casamance, les guides touristiques se sont bien organisés. Ils ont mis sur pied une association et ses membres ont bénéficié des sessions de formation. Nous avons quand même organisé des formations, des séminaires et tout ça, des mises à niveau, des guides. On a ouvert ici, on a créé ici l'office de tourisme. L'office de tourisme, ça sert à ça. On ne peut pas mettre n'importe qui comme guide. Il faut sélectionner les personnes qui doivent faire ce travail, mais des personnes sérieuses et des personnes qui ne doivent pas raconter n'importe quoi, des personnes qui connaissent la culture locale et la culture de ce pays. Ces sessions de formation et d'encadrement portent déjà ses fruits. Sur le terrain, le travail des guides est bien apprécié par les touristes. Tous les guides qu'on a eus, tous ceux qui nous ont accueillis, ont été remarquables. On voit qu'ils aiment vraiment leur pays, qu'ils le connaissent très bien, qu'ils se renseignent pour que les touristes puissent profiter du maximum. Voilà, je pense que c'est vraiment plus à 5 étoiles. Casamance est une zone touristique par excellence. On y trouve des stations balnéaires et des zones touristiques à découvrir. Toutefois, ce secteur est confronté par moments à des difficultés. Mais aujourd'hui, avec les décisions prises par le gouvernement, le tourisme connaît des avancées significatives. La saison, elle est bonne, on commence bien. Donc, depuis justement cette levée de l'interdiction de voyager sur la Casamance, on voit une affluence de touristes ici, à Ziguinchor, au Cap Skirring, à Kafountine. Et donc c'est très positif pour le tourisme ici en Casamance. Cette affluence a eu des impacts positifs sur le travail des guides touristiques qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. Le métier nourrissonome, s'il y a une très bonne influence, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de touristes qui entrent. Si la saison, il y a une entrée touristique, le métier nourrissonome. Cette année, il y a une évolution par rapport à l'année dernière. L'entrée qu'on a actuellement, on n'a pas eu ça l'année passée. Cette année, il y a vraiment une grande évolution. Ouais. Ainsi, les guides touristiques participent au développement du pays. Cette journée internationale est pour ces acteurs une occasion de faire connaître leur métier afin d'attirer le public sur le rôle important qu'ils jouent dans la diffusion de connaissances. Et il faut être en très bonne santé pour faire ce travail. Sida, tuberculose et paludisme, 3 fléaux qui touchent particulièrement l'Afrique, d'où la nécessité d'une formation continue des personnels soignants. C'est l'objectif de cette 5e session ordinaire organisée par le Collège des médecins d'Afrique en partenariat avec le Collège des médecins de Londres. Au final, c'est plus d'un demi-millier de médecins de l'Afrique de l'Ouest qui auront bénéficié de cette formation, Marc Diawa. 6 pays pour ce 5e cours de renforcement des capacités sur 3 maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme. Le programme intègre aussi des maladies émergentes et réémergentes comme Ebola et Zika. Il est organisé par le Collège royal des médecins de Londres en association avec le Collège ouest-africain des médecins et l'UFR Santé de l'Université de Thiès. Ce cours est concomitamment délivré à Accra au Ghana, à Ibadan et à Lagos au Nigeria. La session de Dakar regroupe 30 médecins béninois, burkinabés, guinéens, maliens et sénégalais. Les 30 derniers médecins sur 130 médecins. Donc au bout de cette semaine, 130 médecins des pays francophones d'Afrique de l'Ouest auront été formés. Au-delà des questions relatives à la physiopathologie, aux aspects cliniques et au traitement, un accent tout particulier est mis sur le leadership médical. Le médecin n'est plus seulement un dispensateur de soins, il est un décideur, il est une personne influente de la société, il doit communiquer et il est également gestionnaire. Au terme du cycle de sessions, 510 médecins d'Afrique de l'Ouest auront acquis les dernières connaissances et stratégies pour mieux combattre ces infections. Toutes ces sessions ont reçu le satisfecit
après évaluation par le prestigieux Collège royal des médecins de Londres. Dans l'espace sous-régional, les problèmes de santé étant à peu près identiques, l'intégration des formations devrait laisser entrevoir des résultats intéressants. Un lot de matériel global demi-milliard, 200 millions de francs CFA a été remis à l'hôpital principal de Dakar par l'ONG Hôpital Assistance Internationale. À travers ce geste, l'ONG vise à aider la structure sanitaire à améliorer l'offre de soins. Du côté des autorités hospitalières, l'on apprécie l'initiative. Aminata Mengfal. Un important lot de matériel médical composé de machines d'échographie, de couveuses, de lits, de chaises roulantes, entre autres, ont été remis aux autorités de l'hôpital principal par l'ONG Hôpital Assistance Internationale. Un don qui est le fruit d'un partenariat entre les deux structures noué depuis 2016. L'ONG a la particularité de récolter et collecter du matériel à destination surtout aussi de la mère et de l'enfant. Et donc symboliquement, on a remis à la fois une couveuse pour le bébé, mais aussi un échographe gynécologique de manière à ce que la grossesse se surveille et se passe bien. Mais par ailleurs, il y a également un gros matériel puisqu'il s'agit d'une radiologie numérique et donc c'est quand même plutôt important. L'estimation de ce matériel s'élève à 1,2 milliard. C'est donc un geste important que nous faisons pour l'hôpital principal de Dakar, sachant qu'il soigne principalement, beaucoup tout au moins, la population et donc nous essayons d'aller au plus près de la population pour qu'ils aient une meilleure qualité ou tout au moins une meilleure accessibilité aux soins. L'ONG Hôpital Assistance Internationale procède ainsi pour la 5e fois à une remise de dons à une structure sanitaire pour l'hôpital principal qui est aujourd'hui à l'honneur. Cela va aider à améliorer l'offre de soins. L'action de l'association Hôpital Assistance Internationale de France s'inscrit parfaitement dans ce cadre puisqu'elle nous appuie à relever le plateau technique permettant aux praticiens de mieux travailler pour un meilleur confort des patients, mais aussi pour de meilleurs résultats. Ce lot de matériel offert entre dans le cadre de l'exécution du plan national Sénégal de l'ONG Hôpital Assistance Internationale. Il s'inscrit en droite ligne du PSE. Vous venez d'apporter une pierre angulaire à l'édifice du plan stratégique 2016-2020 de l'hôpital principal de Dakar. Ce plan savamment élaboré est le fruit d'une démarche participative et traduit l'engagement total du personnel à une œuvre commune. À la suite de la cérémonie de remise de dons, la délégation a effectué une visite au service de pneumologie et au site d'accueil du centre autonome de prélèvement. Des cadeaux ont été remis aux membres de l'ONG. 1,2 milliard de dons en matériel médical remis donc à l'hôpital principal par l'ONG Assistance Internationale. Tout à fait autre chose à présent. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous revisitons l'histoire politique et sociale du premier royaume organisé du Sénégal. Le Waalo, avec son braque, aura donné naissance à toutes les autres contrées, dont le Jolof. Bien avant la colonisation, il s'est doté d'un système de gouvernance qui lui est propre. L'eau, les surfaces cultivables, toutes les conditions pour développer une activité humaine. C'est donc de ces berges du lac de Guiers, encore appelé Lof, qu'est né le premier royaume organisé du Sénégal, le Waalo. Et toutes les grandes civilisations ont éclos autour des fleuves. La civilisation chinoise autour du Yangtze-Kiang, la civilisation française autour de la Seine, anglaise autour de la Tamise. Donc la civilisation Wolof a eu éclos autour des rives du lac de Guiers, autour des Lof. Dans son ouvrage Waalo Braque, l'historien Ahmed Sey le démontre d'ailleurs à juste titre et explique que de là est issu tous les autres royaumes du Sénégal, dont le Jolof. Et la chanson historique racontant le passage de Ndiaga Ndiaye, fondateur du Jolof, à Manguenboy, village du Waalo, en est l'illustration. Ce royaume s'était doté plusieurs décennies avant la colonisation d'une organisation politique proche de celle des temps modernes. Le Braque, qui était le président de la République en quelque sorte, le Djaoudine,
qui était le président de l'Assemblée des électeurs, le Diogomaï, qui était en quelque sorte le ministre des eaux et forêts, le ministre de l'Environnement. Il y avait le Malo, qui était le trésorier général du pays, l'appareil judiciaire, l'appareil fiscal. Il y avait un exécutif déconcentré du pouvoir qui était un officier du BRAC, qui était un kangam du BRAC, mais en même temps, il y avait un sérigne qui était élu par les populations. Le roi a été élu sur la base des grands électeurs composés de plusieurs familles régnantes, les Logar, les Tedjek et les Djoss, issus d'une certaine diversité ethnique. Les Mots, les Sérères, les Toucouleurs étaient tous de la même famille. On les trouve chez les Logar, on les trouve chez les Tedjek, on les trouve chez les Djoss. Premier État Wolof conquis et organisé, le Wallo fut le seul royaume du Sénégal dirigé à une époque par une femme d'Ateyala, dont les correspondances avec le gouverneur Faidherbe restent mémorables. Un groupe de volontaires japonais séjourne actuellement au Sénégal. Ils vont se consacrer au secteur porteur de croissance. Il s'agit de l'éducation, de l'agriculture, entre autres, et cela pendant 2 ans. Une politique de coopération bilatérale qui date de 37 ans entre les deux pays. Lamine Touré. La coopération bilatérale entre le Japon et le Sénégal, c'est une longue histoire. Elle est marquée par le séjour constant de volontaires japonais dans notre pays. Cette année encore, ils sont 13 acteurs du développement local à fouler le sol sénégalais. Je vais enseigner la langue japonaise à l'ISM à Dakar. Ça nous aide beaucoup pour le renforcement de notre collaboration et relations entre nos deux pays, notamment dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et l'agriculture et le développement communautaire. Depuis 1980, les secteurs de l'éducation, de l'agriculture intéressent le Japon. Ce groupe va suivre cette dynamique. 6 régions vont recevoir ces volontaires. C'est un appui. Et depuis 2011, au niveau du système des Nations Unies, le volontariat a été reconnu comme une donnée macroéconomique qui influe beaucoup sur les stratégies et politiques de développement et que l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé d'ailleurs à tous les pays membres du système des Nations Unies à prendre en compte le volontariat dans les politiques et stratégies de développement pour accompagner les politiques publiques. Le volontariat est une donnée économique importante pour les pays en voie de développement. D'ailleurs, l'axe de coopération entre le Japon et le Sénégal reste largement porté par cette politique. Alassane Ouattara a réagi après le mouvement d'humeur des forces spéciales et puis 74 migrants ont été retrouvés morts en Libye. Le Burkina Faso, qui a un nouveau gouvernement, c'est l'actualité internationale avec Cher Traoré. Réaménagement ministériel au Burkina Faso, le chef de l'État a procédé à une légère retouche de l'équipe. 2 ministres quittent l'attelage gouvernemental et 5 autres font leur entrée. Principale décision de ce réaménagement, Roch-Marc Christian Kaboré n'est plus ministre de la Défense, poste qu'il cumulait avec ses fonctions de chef de l'État. Le ministre de la Jeunesse du gouvernement sortant hérite du poste. Parmi ses priorités, les questions sécuritaires et la menace djihadiste. En Côte d'Ivoire, les forces spéciales ne vont plus participer au défilé de la fête de l'indépendance. La décision a été prise par le président Alassane Ouattara. Selon des observateurs, c'est une punition contre les soldats d'élite de l'armée ivoirienne. Les 6 et 7 février, il s'était signalé par un mouvement d'humeur. Les forces spéciales réclamaient des primes identiques à celles versées aux autres composantes de l'armée et de la gendarmerie après leur mouvement d'humeur. Les corps de 74 migrants ont été retrouvés sur une plage près de Tripoli. Les candidats à l'émigration ont trouvé la mort après le naufrage de leur bateau. Ils tentaient de gagner l'Europe selon le Croissant Rouge libyen. Ce sont des villageois qui ont découvert les corps et le bateau avant d'alerter le Croissant Rouge. L'équipe sénégalaise est arrivée en Zambie pour la CAN U20 à Lusaka. L'équipe a été accueillie par le comité d'organisation locale de la CAN. Après l'aéroport, les joueurs du coach Joseph Koto ont relié Ndola, la ville où ils vont jouer les matchs de poule. Arrivés à 14h à l'hôtel Mukuba, ils ont été accueillis par les supporters sénégalais dans une ambiance des grands jours. La CAN U20 démarre ce samedi 26 février à Lusaka, la capitale zambienne.
La RTS en deuil. Modou John, le chef du département comptabilité, est rappelé à Dieu ce lundi des suites d'un malaise. Un agent modèle qui a consacré sa vie au travail et à la pratique religieuse, disciple mouride. Modou John a été inhumé hier à Touba. La RTS perd ainsi un de ses plus dévoués agents. La levée du corps s'est faite en présence des autorités administratives de la RTS et de l'APS, dont il était membre du conseil d'administration. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Que la terre de Touba lui soit légère. Merci, mesdames et messieurs, encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Cette édition est à présent terminée. Bonsoir. De monitoring articulé autour du programme national d'autosuffisance en riz et préconisé. François Sec. Inciter les populations à consommer le riz local, tel est l'objectif principal de cette rencontre interministérielle. Tous les acteurs de la filière autour du Premier ministre ont mené la réflexion à partir d'une analyse. Entre 2013 et 2016, la production a augmenté de 35% et en retour, on a eu une baisse des importations d'environ 6% par an. Dans l'espace de la CEDEAO, la production risicole augmente, mais les importations également augmentent, ce qui est un paradoxe. Même si la situation n'est pas spécifique à notre pays, il est important de réguler le marché et d'amplifier la contractualisation. Pour ce faire, la mise en place d'une plateforme de commercialisation est préconisée. Régler le problème à partir de ce paradoxe de la fiabilité de nos données et des statistiques. Intégrer toutes les rizeries dans la plateforme et toutes les associations de producteurs en vue de renforcer le dialogue entre les différents acteurs et d'avoir un mécanisme fiable de collecte du riz paddy, organiser une réunion de la plateforme avec les différents partenaires financiers, notamment les banquiers, pour l'achat des 18 000 tonnes de riz paddy qui sont dans la vallée et des 6 000 tonnes de riz blanc en vue de démarrer cette campagne dans les meilleures conditions. Puisqu'instruction a été donnée à Monsieur le ministre du Commerce pour trouver justement les mécanismes qui devront nous conduire nécessairement à une baisse des prix afin de permettre une meilleure commercialisation du riz. Le riz, denrée de grande consommation, occupe une place importante dans la balance commerciale. Pour assurer le suivi des recommandations, un autre conseil interministériel, cette fois-ci sur le programme national d'autosuffisance en riz, est prévu dans les prochains jours. Dans le même sillage, cette tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au Fouta, c'est dans les SIPA, les sociétés d'intensification et de la production agricole installées dans la zone que le ministre s'est rendu. Les SIPA sont considérées comme des entreprises agricoles rurales. Elles ont fini de créer des emplois et des revenus. 3 360 milliards CFA avec une projection de 6,8% de taux de croissance. Dans un contexte de découverte de gaz et de pétrole, le secteur privé est pour un dialogue a priori pour mieux cerner les enjeux. On n'a pas voulu attendre 2020 ou 2022 pour parler de ça. Comment aujourd'hui nous devons définir le cadre qui permet à notre pays de tirer le maximum de profit et les populations aussi et le secteur privé. Ce débat qui se tient en marge des assises regroupe le COS Petrogaz, Cosmos, Total, entre autres, un débat entre experts et investisseurs de haut rang et qui intéresse au plus haut point le gouvernement. Nous attendons de ce débat qu'il soit fructueux et efficient. Déjà, au-delà de la mise en place du COS Petrogaz, le chef de l'État, soucieux du devenir de sa jeunesse, a instruit le gouvernement de coopérer avec l'Institut français du pétrole pour la création d'un institut national du pétrole et du gaz à Diamniadio. L'employabilité et l'emploi des jeunes sont des enjeux de taille liés certes à la formation, mais aussi au TIC. L'État, qui est en train de réaliser un important parc informatique, ambitionne de positionner notre pays en hub numérique.
Nous avons déjà mobilisé auprès de la Banque africaine de développement une enveloppe de 46 milliards de francs CFA pour la réalisation à Diamniadio du premier parc technologique numérique. D'autres se feront certainement par le secteur privé, de telles infrastructures, de tels parcs. Ce dialogue entre entrepreneurs et État a permis de poser les vrais problèmes du secteur privé. La pression fiscale, l'aide au secteur privé au moment où des champions nationaux naissent. Un plaidoyer bien saisi par le Premier ministre qui rappelle à ce même secteur privé le fonds mis en place par l'État dans le domaine minier et qui n'a pas encore enregistré d'entrepreneurs sénégalais. Conseil interministériel sur la commercialisation du riz local. Le Premier ministre a présidé les travaux. La réflexion a été menée par les acteurs de la filière autour des dispositions à prendre pour écouler la production locale. La mise en place d'un mécanisme à 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le gaz et le pétrole au cœur des assises de l'entreprise. Le Premier ministre qui a ouvert les travaux rassure le patronat sénégalais. Il y a de la place pour tout le monde. Les entreprises réclament par ailleurs une trêve fiscale pour les contributeurs. Et puis commercialisation du riz local, une question lancinante. Le Premier ministre préconise avec les acteurs des mécanismes pour l'écoulement du produit encore en souffrance dans la vallée du fleuve Sénégal. Promoville, le programme de modernisation des villes se déploie dans le centre du pays. Kaolack et Diourbel accueillent les premiers travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le point dans cette édition. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures, la rubrique du mardi, nous replonge dans l'histoire politique et sociale du royaume du Waalo. Plusieurs décennies avant la colonisation, les Waalo avaient tracé leur chemin avec des règles qui leur sont propres et un braque maître des lieux. Bonsoir et bienvenue à tous. Le développement économique récent du Sénégal a fait l'objet de partage avec le président de la République. La performance en termes de croissance sur 2 années consécutives est salutaire. Le chef de l'État engage les responsables de la planification et des politiques économiques à maintenir le taux de 6,5% pour l'année 2017. Aboubakri Kana. Cette rencontre consacre des échanges sur la planification et les politiques économiques. Elle réunit le président de la République et des membres de son cabinet, le Premier ministre ainsi que des techniciens du ministère de l'économie, des finances et du plan. Au titre de l'évolution de la situation économique, les performances ont été saluées par le chef de l'État, mais le défi pour le président Macky Sall est de rester sur cette même dynamique. Ce qu'il faut surtout relever, c'est la croissance qui est nettement au rendez-vous, avec un chiffre qui est au-delà de 6% pour 2 années consécutives. Je pense que depuis 1980, c'est la première fois que nous réalisons 6% sur 2 années consécutives. Nous avons fait 6,5% en 2015 et 6,7% en 2016. C'est une performance effectivement qu'il faut nettement saluer. Et au regard de cela, évidemment, le président de la République a indiqué clairement que le défi, encore, c'est l'année 2017, où il faut qu'on fasse tout pour rester sur cette dynamique de croissance au-delà de 6%, en s'appuyant davantage sur le secteur privé qui doit porter notre croissance sur le long terme. Parce qu'effectivement, c'est peut-être facile de monter, mais le plus difficile, c'est effectivement de se maintenir à un niveau de croissance relativement élevé. Les résultats de l'enquête trimestrielle sur l'emploi lancée au second trimestre de 2016 ont aussi été partagés. Les données de base font ressortir un taux de chômage de 15% et un taux combiné chômage et sous-emploi de 32%. Et puis le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des Assises de l'entreprise, édition 2017. Cette rencontre est une tribune d'échange entre le secteur privé national et l'État sur les perspectives économiques du Sénégal, mais aussi sur le partenariat public-privé. Une trêve de la pression fiscale pour les bons contributeurs, la solidarité entre acteurs du secteur privé, sa participation dans le marché du gaz et du pétrole, autant de questions qui ont rythmé les échanges entre le patronat et l'État. La synthèse de Amadou Aramcham. Un banquet des idées autour de l'entreprise, ils étaient tous là.
le secteur privé national et les gros industriels étrangers pour partager avec l'État sur le devenir de l'entreprise. Mais aussi se célébrer dans l'ambition commune qu'ils partagent, un secteur privé national fort. Il nous faut en tant que pays qu'on se célèbre de temps en temps, qu'on ne soit pas tout le temps en train de se tirer dessus, de se bagarrer, de ce que j'appelais tout à l'heure la haine de soi. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on se décomplexe et qu'on mette notre énergie dans la construction de notre pays. Un dialogue franc autour des questions d'intérêt national, une démarche participative et inclusive qui épouse le credo du gouvernement. Ce dialogue public-privé est fondamental, en effet, pour conforter le climat de confiance entre acteurs du public et du privé. Il facilite les consensus forts autour des enjeux nationaux et permet de dénouer les goulots d'étranglement. Sur le plan économique, le Sénégal a réalisé des performances notables en mobilisant pour son budget. Pour les populations, surtout chez les jeunes et les femmes. Pendamowa. Lors de cette tournée de suivi dans la vallée, le ministre a souhaité visiter autre chose que le riz. C'est ainsi qu'il s'est rendu au niveau des SIPA installés un peu partout dans le Fouta. Il s'agit des sociétés d'intensification de la production agricole, des véritables entreprises rurales gérées par les producteurs eux-mêmes sous la tutelle du PRODAM, un projet du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Les SIPA ont beaucoup apporté parce que chaque SIPA emploie 150 jeunes qui ne faisaient rien, ou bien qui étaient à Dakar pour faire des tirages et consorts. Mais maintenant, ils sont tous là. Il y en a qui partaient à Dakar ou bien au Congo, en Côte d'Ivoire, qui mettaient 10 ans ou 7 ans, maintenant ils sont là. On avait fait une campagne de bâtonnette, c'est-à-dire les courgettes, avec 10 hectares, pour une charge de 6,5 millions de francs CFA, dont les recettes tournent autour de 21 500 000. Là, actuellement, nous sommes en campagne de 22 hectares de pommes de terre, et 1,5 hectare de piment et 1 hectare de pastèque pour un coût global de 25 millions, dont nous attendons 660 tonnes de pommes de terre, 15 tonnes de piment et 40 tonnes de pastèque que nous avons déjà contractualisées pour des recettes attendues de 97 500 000. Cette œuvre bien inspirée de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a permis véritablement de réduire le chômage et de lutter contre la pauvreté dans notre commune. Ce changement de la physionomie de l'agriculture dans ces zones a été possible grâce aux moyens conséquents mis en place par le projet. Et nous pensons qu'à travers cette démarche, nous pouvons pratiquement jouer sur tous les piliers qui sont posés au niveau du PRACAF. La maîtrise de l'eau, on y est. L'intensification des productions, on y est. Parce qu'il faut faire avec ce système d'agriculture durable. Et les plus performants vont faire 3 cycles de production dans l'année. Si on veut aussi travailler dans la modernisation de l'agriculture, il faut introduire les technologies de pointe. Nous avons introduit le pivot de l'Arkansas et les opérateurs de l'Arkansas nous ont dit que c'était la première fois que ça sortait de l'Afrique. Ce que nous avons vu avec les SIPA un peu partout prouve éloquemment que ça peut être un modèle permettant effectivement de générer beaucoup d'emplois en milieu rural, lesquels emplois vont permettre d'avoir des revenus conséquents et stables, parce que cela ne sert à rien vraiment